Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de Coriolis The Great Dark, qui est la nouvelle version de Coriolis, suite, pas vraiment suite, pseudo-suite, dans un coin reculé de l'univers, l'horizon perdu. Et après un livre de base qui m'a un peu posé des problèmes sur comment est-ce qu'on continue la gamme concrètement, malgré une direction artistique absolument délirante, malgré des très bonnes idées, malgré un concept de dungeon crawling assumé. Eh bien, il se trouve que Free League, étant malin, a tout de suite répondu lors du Kickstarter initial en proposant une campagne, une boîte, pardon, qui s'appelle les Fleurs d'Algorab, Flowers of Algorab, qui est une campagne qui permet de répondre à un des mystères du monde, à savoir que l'humanité, concrètement, quand elle est partie sur les étoiles, utilisait deux vaisseaux. Un était le Nadir, l'autre était le, le firmament, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, le zénith, pardon. Et le zénith est arrivé jusqu'à construire l'univers, et c'est ce qui a donné le monde de Coriolis, le troisième horizon. Et le Nadir s'est perdu. Et donc l'idée principale de Great Dark, c'est qu'on va jouer des gens qui ont cru entendre des communications du Nadir, qui sont partis avec une flotte de vaisseaux hors du monde de Coriolis, le troisième horizon, pour arriver dans un horizon, donc une galaxie, qui est coincée, où il y a aucun moyen, dont il n'y a aucun moyen de sortir. Ce qui veut dire que techniquement, cette diaspora a un temps limité pour trouver une solution afin de sortir de cet horizon perdu. Et vous jouez au milieu des guerres de factions qui sont préexistantes, notamment les leaders qui sont les navigateurs qui font les cartes, les herboristes, les herboristes qui font les plantes, donc pour la survie de tous, les fermes hydroponiques et la nourriture, les mécaniciens, les coriolites qui sont les héritiers des familles nobles de l'Ancien Monde, et bien sûr les gangsters, hein, qui sont le crapaud noir. Vous incarnez les seuls gentils, entre parenthèses, de l'univers, enfin en tout cas des gens qui, à la base, ont envie de sauver l'univers et trouver une manière, en fait, pour l'humanité de survivre, c'est les explorateurs. Donc votre job, c'est de fouiller les ruines des gens qui étaient là avant vous, qui étaient une sorte d'ancienne civilisation qu'on appelle les bâtisseurs, qui vous ont laissé toutes sortes de gadgets, notamment des oiseaux artificiels pour survivre à une maladie qui s'appelle le blight, donc le fléau, qui se répand à travers tout l'horizon perdu et qui est une menace assez terrible. Donc, heureusement, on a une campagne très généreusement donnée par Free League, je les remercie encore parce que Dieu sait qu'ils m'ont filé du matos, qui vous propose simplement enfin de résoudre une partie du mystère concernant le Nadir, le vaisseau, l'arche, en gros, l'arche d'alliance, comment dire, l'arche de Noé, qui a permis aux humains de partir hors de leur berceau, mais qui a disparu. Et maintenant, avec cette campagne au moins, les explorateurs et la diaspora va savoir ce qui est arrivé au Nadir. Donc il y aura du spoiler, hein, faites attention si ça vous intéresse. En tout cas, la boîte est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme toujours, ils sont sympas, ils nous donnent des dés. Il y en a une pelletée, hein, rappelez-vous, c'est du Free League, hein, vous avez des dés noirs, des dés blancs. Ce qui n'est pas déconnant, je crois que en fait, les dés noirs, c'est pour le... Parce que rappelez-vous, quand vous faites un... Le principe des jets, c'est que je dois lancer des dés 6. Si je fais un 6, c'est un succès. Je lance une base de dés correspondant à mon attribut et ma compétence. Et à côté, je peux avoir des bonus liés à mes talents, donc c'est ce que je sais faire. Mais j'ai aussi des bonus liés au matos. Et le matos, donc l'équipement, à chaque fois que vous loupez dessus, donc vous faites un 1 sur ce jet, l'équipement est bousillé, se casse, et donc sa durée de vie est en danger, et ça vous oblige, puisque Coriolis c'est un jeu de survie, hein, c'est vraiment un jeu d'attrition, à peut-être prendre du temps pour réparer votre matos. Donc c'est plutôt cool d'avoir mis des dés de couleurs différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors les cartes. Ils ont fait comme dans Alien Evolved Edition, ce qui est une très bonne chose. Donc vous avez les cartes d'initiative, vous les connaissez, 1, 2, 3, 4, 5, elles sont très jolies, tout en noir. Vous avez les armes, ce qui est très utile parce que Dieu sait que les armes, il y en a un paquet. Donc on va avoir toutes sortes, tous les trucs que vous pouvez imaginer, lance-flammes, les aptis, donc les aptis c'est les flics, en gros de Ship City, les fusillards, donc qui sont les armes lourdes, en gros, les pistolets, donc les sortes de Derringer, et les combinaisons. Ça c'est important parce que, pour aller vite, les combinaisons, si je les retrouve, en gros, il y a trois types. Donc, le jeu, comme je disais, c'est un jeu où vous jouez des gens qui vont fouiller dans des ruines. Les ruines sont très hostiles par le blight, donc le fléau, mais aussi par toutes sortes d'ennuis. Et en gros, vous avez trois types d'armures.
vous avez les armures très légères qui vous permettent de ne pas avoir de malus, les armures standards qui sont un peu plus balèzes, et après vous avez les armures lourdes qui sont quasiment des armures de scaphandrier ou de Big Daddy de Bioshock. Et l'idée en fait c'est que plus votre armure est lourde, donc évidemment plus vous êtes résistant, plus vous êtes imbutable, mais vous êtes très très lent, vous avez plein de soucis de pénalité, d'agilité. Donc par exemple, si vous êtes la personne qui est en charge de passer devant la team pour fouiller et descendre la corde en rappel dans des ravins, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir la grosse armure. Mais la grosse armure a un avantage qui est certain aussi, c'est qu'elle a plus d'emplacements spéciaux pour mettre des gadgets, donc ça vous facilite un peu la vie comme des grosses lampes. J'en passe, c'est des meilleurs. Et enfin, donc les découvertes, ça c'est lié à la campagne, ce sont des indices en fait par rapport à la campagne qui vous sont donnés au fur et à mesure avec, bon, on va en reparler, hein, mais en gros c'est tous les indices jusqu'à la fin de la campagne ou la dernière carte qui vous est donnée, c'est le gros dernier indice slash twist de l'histoire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça on va y revenir, ça c'est le livre de campagne. Le livre de campagne fait 150 pages, on va revoir ça tous ensemble, donc c'est vraiment l'histoire. Moi j'aime bien le fait que ça soit pas, ça soit de la couverture souple, c'est assez utile. Le livre d'expédition, donc ça va être le livre de campagne, on va en reparler, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez donner aux joueurs. Ce qui est plutôt chouette. Bon, le catalogue Freely vous connaissez, le Silica on va passer. Alors, et ensuite on a des cartes, des cartes, des cartes et des tokens. Donc les tokens, essentiellement c'est pour les cartes, c'est-à-dire que quand vous allez faire des expéditions, on va vous donner, vous pouvez faire une sorte de scanner, et ce scanner vous donne des informations sur l'endroit où vous allez. Parmi ces informations, il y a le niveau de Blight, qui est assez important. Donc le Blight, on rappelle, hein, c'est une sorte de... faut imaginer, c'est une sorte de radiation extrêmement néfaste qui a une composante spirituelle aussi, ce qui fait qu'en fait le Blight peut vous impacter physiquement, ou vous êtes corrompu pour aller vite, comme dans Symbaroum, ou mentalement, vous devenez fou. Et vous pouvez même disparaître en fait si vous êtes complètement dévoré par le Blight. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire, hein, rien de sous le soleil. Ça c'est bien, la carte de l'horizon perdu. Donc l'horizon perdu, c'est cette espèce de galaxie, c'est cette grande galaxie où les humains sont coincés, pour aller vite, avec trois bras. En gros, vous avez Ship City qui est au milieu, avec... non, je dis des bêtises. Vous avez Jumua qui est tout en bas, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais en gros, vous avez là où ils sont arrivés, la diaspora, avec Ship City, qui est la ville principale sur l'astéroïde. Et après, il y a des bras qui ont été découverts. Et les bras vous permettent, en fait, en utilisant les slipstreams, qui sont des sortes de vents cosmiques, d'aller à différents endroits de l'horizon. Et ça va être important pour la suite de l'histoire. De l'autre côté, on va avoir Ship City. Donc la carte est très très belle, hein, c'est vraiment chouette. Donc Ship City, c'est vraiment un astéroïde qui a été transformé en ville avec un agrégat des vaisseaux qui avaient été détruits durant la Grande Diaspora. L'astéroïde flotte autour de Jumua, qui est à la fois la galaxie et le soleil rouge, qui est présent. Donc il y a une conception très arabisante, il y a un côté évidemment très Battlestar, enfin Babylon 5 plutôt, avec tous les points qui sont assez importants, notamment la ville des morts, qui est le cimetière dont on va reparler, qui est très très important. The Chasm, donc le gouffre, qui est l'endroit où vous avez le QG de votre guilde, et plein d'éléments. Donc la baie d'aluminium, c'est là où on répare les vaisseaux. Les champs violets, c'est là où sont installés la guilde des arboristes et donc les champs hydroponiques. Bref, il y a plein de choses. Je vous laisserai chercher par vous-même. Ensuite, alors, on va avoir une petite carte donc, du vaisseau, puisque en fait, vous allez avoir un vaisseau qui s'appelle l'Akander, qui est un vaisseau taille moyenne. Donc en gros, c'est une corvette qui vous permet, qui est généralement amarrée à des ou capable elle-même de se déployer dans les slipstreams, parce qu'en fait, il y a trois types de vaisseaux. En fait, il y a les grands vaisseaux, qui sont les vaisseaux de la diaspora, il y en a très très peu, il y en a une dizaine, qui peuvent faire des voyages extrêmement longs à les slipstreams. Généralement, ils peuvent avoir eux-mêmes, au sein de ces vaisseaux-là, des navettes et corvettes qui sont présentes et qui, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que vous utilisez, ces vaisseaux sont utilisés, enfin, ces vaisseaux peuvent être utilisés en fait pour amener son propre sa petite navette dessus, mais à ce moment-là, il faut travailler pour vivre. Et la Kander, donc c'est un vaisseau qui est beaucoup plus petit, qui vous permet, mais qui peut quand même aller dans le slipstream
il a environ une soixantaine de personnes. C'est un des vaisseaux que vous allez, enfin, durant le début de la campagne, c'est le vaisseau que vous allez utiliser pour voyager. Donc il y a des plans qui sont assez cool. De l'autre côté, donc ça c'est les cartes. Il y a des cartes tactiques qui sont données parce que vous ne faites pas que du fouissement en fait cette fois. Il y a aussi des explorations qui vont être sur du trek à l'extérieur. Donc c'est pas que des caves pour une fois à explorer. Ensuite, donc là on a une autre version de la concrètement de Charted Sphere, donc c'est le monde tel qu'il est connu du dernier horizon. Donc c'est une carte qui est beaucoup moins conséquente évidemment que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais qui est plus simple pour se repérer. Concrètement, c'est vraiment une carte de routier par rapport à l'autre qui est une carte stellaire, avec les différents chemins que vous pouvez entreprendre liés à la campagne. Donc on peut pas pouf pouf mystère aller d'un endroit à un autre. Généralement, il faut sauter et la campagne vous le demandera pour aller d'un endroit à l'autre. En gros, vous commencez à Jumua, vous devez aller à Gahend en général pour ensuite aller sur les différents bras. Donc le bras Hammurabi, le bras Ordana et la bordure éventuellement, en faisant des passes. Il y a les indications des phares. Donc les phares sont les moyens de voyager, faire des haltes à travers les différents systèmes solaires. Vous avez les slipstreams qui vous sont donnés, les routes commerciales. Donc c'est plutôt cool parce que c'est pas trop gros. Et maintenant, donc, on a donc le Rigel. Donc le Rigel, c'est un great ship. Donc c'est vraiment les très gros vaisseaux. Il y a plus de 220 personnes qui bossent dessus. Et comme vous voyez, donc il y a 3 niveaux avec le stockage des vaisseaux qui se situe en contrebas. C'est un très gros truc. Et le Rigel rentre en jeu à la fin de l'histoire. Enfin, la deuxième partie. Ensuite, on a des cartes individuelles aussi, plutôt cool, donc une partie de la galaxie. Ça, c'est des handouts, donc vous avez des aides de jeu qui sont données, il y en a pas mal, hein, vous verrez, on va en reparler. Et ça, c'est très important, ce sont les cartes de scan, donc c'est quand vous arrivez à un endroit, vous devez scanner l'endroit pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour pouvoir après vous déplacer de case en case. Il ne faut pas oublier, chaque carreau que vous ne le voyez peut-être pas très bien, c'est une case, donc c'est un déplacement, donc c'est une tentative à faire, donc événement, corruption, enfin blight, j'en passe et des meilleurs. Il y a pas mal de cartes, hein, et à chaque fois c'est beaucoup. Donc c'est quand même un grosse campagne, et pour une fois je suis content d'avoir autant de cartes de scan, parce que Dieu sait que j'aurais pas voulu créer les donjons. Ça c'est vos ordres de mission. Et ça, c'est le Rhino, donc qui est un petit vaisseau que vous pouvez utiliser pour vous déplacer quand vous êtes à la surface terrestre. Et ça, c'est votre shuttle, donc c'est le petit vaisseau que vous utilisez pour arriver, passer de la Kender ou du Rigel pour aller à la surface terrestre d'une lune ou d'un astéroïde. Et voilà. Et enfin, donc, on peut repartir sur le livre d'expédition déjà. Donc le livre d'expédition va vous donner, et ça c'est vachement bien, vous pouvez le donner à vos joueurs, ça va être des informations sur C'est un gazettier. Donc en gros, c'est une vue d'ensemble que vous pouvez donner aux joueurs sur les différents systèmes qu'ils vont explorer. Donc notamment donc les systèmes du système Gahan. Donc à chaque fois, vous avez un descriptif du monde, comment voyager, l'organisation du système solaire, des descriptions. Donc c'est des mondes qui sont en général assez hostiles, hein, on ne va pas se tromper. Les waystations, donc en gros, c'est les stations spatiales sur lesquelles vous pouvez arriver pour vous reposer, bricoler votre vaisseau. Donc voilà, un anneau à la Babylone 5 notamment, pour la station du bras Hammurabi. Et tout ça n'a pas de spoiler en fait, donc c'est plutôt cool, mais donne de la coloration au monde. Et il y a les 3 systèmes que vous allez explorer, donc Hammurabi, Auriga, et le troisième, Abanatom, qui vous est donné. Donc c'est comme d'hab, hein, c'est hyper propre, c'est très chouette. La deuxième partie sur les vaisseaux, donc c'est pour vous donner les informations sur le croiseur Akander sur lequel vous allez être, avec son historique, les incidents qui sont passés, la carte que vous avez déjà vue, les capitaines, premiers officiers, les gens que vous pouvez croiser concrètement, le manifeste d'équipage, qui est assez cool, parce que vous avez aussi tout le stock. Et Dieu sait que c'est important surtout, je vois les ressources 500, ça c'est très important, parce que les ressources, c'est ce qui vous permet de voyager, de faire vos explorations, vos explorations au sein de la guilde et dans les ruines. Et le Rigel, qui est, comme je disais, c'est ce qu'on appelle les grands vaisseaux, qui sont les vaisseaux qui ont été servis pour explorer de nouveaux bras de la galaxie, sous la supervision notamment des navigateurs. Et son capitaine, Albert Omar Durov.
Et encore une fois, le manifeste de Platon, donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant, évidemment, vous m'attendez au tournant, ce qui vous intéresse, c'est la campagne elle-même, avec le livre de campagne, justement des fleurs d'Algorab. Donc, la campagne. En un mot commençant, la campagne est très très similaire à une structure comme le jeu, allez, soyons fous, Mass Effect. Ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup. Donc accrochez-vous bien, il va y avoir du spoiler. L'idée est la suivante. Quand le Nadir s'est séparé du Zénith, le Nadir a fini dans une des galaxies d'Horizon Perdu, où se trouve la diaspora. À l'endroit où est tombé le Nadir, il n'y avait pas grand-chose à part une lune. C'était une galaxie complètement désolée et avec quelques astéroïdes et beaucoup. Enfin, et la Lune était complètement congelée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, les gens qui étaient à bord du Nadir, qui, on le rappelle, contiennent des milliers de personnes dans des questions cryogéniques pour essayer de coloniser et trouver un monde, se sont aperçus, enfin, ont senti la présence d'un être immense, puissant, sur la Lune. Pensez un peu à Solaris, si vous l'avez lu, Stanislas Lem, c'est un peu le même concept. Et cette espèce de dieu, on va appeler ça, a commencé à influer subtilement les gens, pas tellement qu'il le voulait, mais c'est juste que sa présence est tellement puissante en fait qu'il a commencé à influencer les gens. Présent l'équipage du Nadir. Dans l'équipage du Nadir, beaucoup de gens ont commencé à vénérer cette créature comme étant un dieu et créer toute une religion autour de ce dieu, avec une caste de prêtres, une caste de gardes slash assassins, qui s'appelle les chiens de Nimir, et certains prêtres élus parmi les nadirs ont carrément été modifiés psychiquement et physiquement par le rêveur. Le rêveur en soi n'est ni bon ni mauvais, c'est juste qu'il rêve. Et le rêveur fait partie en fait de la race qu'on appelle les dreamers, donc les rêveurs, qui sont des créatures quasi divines qui habitaient la galaxie il y a très très longtemps et qui ont construit les bâtisseurs. Les bâtisseurs étaient des créatures plus ou moins robotiques, mais douées de conscience, qui ont commencé à bâtir toutes sortes d'infrastructures, puis bâtir des civilisations, puis essayer de modifier artificiellement la vie en répandant partout leur construction, oubliant du même coup, au final, ceux qui les avaient, leurs créateurs, qui ont commencé à voir ça d'un très très mauvais œil, et ont décidé au bout d'un moment que le silence est quand même beaucoup mieux, et que peut-être que finalement, il faudrait vraiment se débarrasser de nos bâtisseurs, de nos enfants ingrats, et qui ont décidé de génocider les bâtisseurs. Pour ça, ils ont utilisé deux choses. Ils ont utilisé en fait des robots qu'ils ont déportés un peu partout. Enfin, essentiellement, ils ont une chose. En fait, ils ont créé le Blight, donc le fléau que vous subissez vous en tant qu'humain à l'heure d'aujourd'hui. Et ce fléau, en fait, a été propagé par des créatures artificielles, robotiques, au service non pas des bâtisseurs, mais des rêveurs. Ce qui fait que rapidement, tous les bâtisseurs se sont fait tuer, leurs planètes ont été détruites ou corrompues par le fléau. Et désespérés, ils ont créé une dernière chose. Ils ont mis en place un système de déplacement qui permet d'aller d'un point A à un point B dans la galaxie pour échapper aux rêveurs. Et ce système, en gros, de voyage intergalactique, mais un peu particulier, qui manipule le temps et l'espace, et qui ne passe pas par le vide, qui passe pas par le vide en fait, mais par juste des espèces de grands couloirs blancs où il se passe rien, ça s'appelle les hall pals. Les hall pals sont un élément hyper important, et en gros, c'est la dernière cachette des bâtisseurs pour éviter de se faire tuer par les rêveurs. Donc tout ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et au sein du Nadir, il y a des gens qui n'ont pas oublié leur mission originale, à savoir trouver un lieu pour faire prospérer l'humanité, bâtir des colonies, trouver quelque chose. Évidemment, leur objectif ne va pas de pair avec la grande faction, la grande théocratie qui s'installe au Nadir. Donc il y a un schisme qui s'opère. Le schisme s'opère donc entre d'un côté le Kadouroum, qui vont être les prêtres dont je vous parle, et les sécessionnistes, qui sont en gros les vrais humains. Les sécessionnistes disent bon on se casse, vite fait,
très rapidement, ça va mal se passer. Il y a la nuit de la sécession où les culs du rhume vont commencer, le cas du rhume va commencer à tuer tout le monde. Donc les sécessionnistes vont se barrer aussi rapidement possible et disant foutu pour foutu, on va passer à travers les Hall-Pals. Parce qu'on sait qu'il y a des Hall-Pals qui sont présents dans le système où réside le Nadir. Ils sont partis, ils sont rentrés dedans, toutes, et ils ont passé des années et des années avant de retrouver un chemin de l'autre côté des Hall-Pals et s'installer. Mais l'idée, c'est que il restait des sécessionnistes qui vivaient sous le joug du cas du Rhum, qui ont réessayé. Donc ils sont barrés en disant on essaie de retrouver un point d'accès au Hall-Pal qu'ils n'ont jamais trouvé. À chaque fois, c'est une douzaine de ces éclaireurs, il y a une douzaine d'éclaireurs. Il y en a essentiellement 6 qui ont survécu d'une manière. Enfin, ils ont tous échoué, mais 6 ont survécu d'une manière un peu bizarre et un peu étrange. Tous possédaient un équipement du Nadir avec une identification du vaisseau Nadir sur leur combinaison, et tous possédaient une fleur avec eux, une fleur blanche, la fleur d'Algorab. La fleur d'Algorab ne pousse que à proximité des portails vers vers le Hall-Pal, et donc par conséquent, ça veut dire le nom de la campagne, c'est deux choses. Le nom de la campagne, ce sont les fleurs effectivement qui poussent, qui sont portées un peu comme un symbole par les éclaireurs, et qui poussent à proximité du portail du Hall-Pal que vous retrouverez à la fin de l'histoire. Et c'est aussi évidemment une métaphore pour les sécessionnistes qui ont réussi à traverser les Hall-Pal et qui ont créé une civilisation loin du fléau, loin du coup du rhume, mais évidemment loin de la diaspora. Voilà, j'ai fait aussi rapidement que possible. Donc, vous commencez à vous voir venir avec mes gros sabots. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? L'histoire est assez simple, donc je reviens très rapidement sur le livre. C'est bien fait, c'est super bien fait. Il y a un synopsis qui tient en 2 pages sur ce qui se passe avec les éclaireurs du Nadir qui ont disparu, les sécessionnistes, et après on a une vue d'ensemble de la campagne avec tous les chapitrages, qui est impact. On vous donne quelques petits tips sur qu'est-ce que vous devez faire, c'est quoi le but de la campagne, comment est-ce que vous jouez, le matos que vous avez, c'est très très bien, et modifier la campagne. Donc, l'histoire est très très simple. Ça commence, il y a un explorateur qui meurt. Donc un mec de la guilde des explorateurs, qui était un mec chevronné, super badass. Donc grande cérémonie, ça commence à Ship City. Il est envoyé dans un trou béant qui est en fait au cœur de la cité des morts, sous la supervision des Coriolides, qui sont la religion, pour aller vite, du monde. Sauf qu'en fait, très rapidement, il y a Maîtresse Moshka, donc qui est la boss des éclaireurs, de votre guilde des explorateurs, qui dit mais attendez, c'est bizarre, ça m'étonnerait qu'il soit mort comme ça, il allait très très bien, allez fouiller. Et en fait, de but en blanc, vous apercevez qu'il a été assassiné, en fait que un de ses contacts, qui bosse pour le Crapaud Noir, qui est un ancien explorateur comme lui a dit, mais tu sais, c'est quand même bizarre parce que y a une tablette qui est dans la grande bibliothèque, qui ressemble fortement à des inscriptions, enfin qui laisse subodorer que quand la diaspora est arrivée ici il y a 300 ans, il y avait quelque chose de présent ici. Et c'est marrant, toutes les traces vis-à-vis d'une ruine ou d'une exploration, enfin d'une ruine des bâtisseurs présente à Ship City, donc dans l'astéroïde, a disparu. Donc vous me voyez venir avec mes gros sabots, il n'est pas mort de sa belle mort, il a été assassiné par un espèce d'assassin complètement fou au service des Coriolites, et il y a une espèce de micro-faction parmi les gens qui s'occupent des tombes et de la cité des morts, qui a trouvé effectivement qui sait qu'il y a en fait il y a un artefact bâtisseur au cœur, un sanctuaire bâtisseur au cœur en fait du cimetière, qui est corrompu par du blight, mais l'un des effets de cette espèce d'artefact, c'est de ralentir le processus, le vieillissement. Donc ça veut dire qu'en fait, potentiellement, vous avez des zélateurs complètement fous qui sont un peu corrompus, ça va de soi, mais qui en plus en fait, ont la capacité de vivre beaucoup plus longtemps. Et qui vont passer leur temps à effacer toute trace de la présence de ce sanctuaire, sachant qu'il y a quand même. Les Coriolites vont être très très gênés parce qu'eux ils savent qu'il y avait un sanctuaire, mais ils ont choisi de le cacher à la vue de tout le monde en raison de sa puissance. Donc le scénario d'introduction, c'est essentiellement ça. Vous avez les factions qui commencent à rentrer en jeu, donc il y a l'assassin, Coriolite, il y a des aptis, donc des policiers de la ville qui sont corrompus, qui sont payés par la guilde des herboristes, parce que les herboristes sont très intéressés par ce qui se passe. Toutes les factions sont assez simples, il y a 5 factions, toutes les factions en général se foutent sur la tronche. Il n'y a que vous qui êtes les gentils, pour aller très vite, je n'ai pas dit, enfin gentils, disons que vous avez des bonnes intentions.
Et donc c'est une sorte de course-poursuite où vous allez ensuite à l'appartement du type qui est mort pour investiguer, savoir qu'il y a anguille sous roche. Vous trouvez une série d'indices qui vous permettent de remonter jusqu'au marché des oiseaux artificiels qui sont faits pour qu'on vous dise «Ah, mais il était pote avec machin qui se trouve être en fait un type qui bosse pour le crapaud noir». Sauf que le type du dit crapaud noir est sur un vaisseau du crapaud noir qui est en orbite autour de Ship City. Donc vous devez avoir, en remontant les indices, vous devez trouver comment y accéder sans vous faire tuer par les gangsters. Et enfin, donc il y a toute une enquête que je résume très succinctement, mais parce que le bouquin est assez long et ça fait quoi? Ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes que je suis en train de faire la vidéo. Donc, mais ça vous permet aussi d'explorer Ship City concrètement. Vous finissez sur le Razad, donc qui est le vaisseau du crapaud noir. Et enfin, vous retournez au sein du cimetière Cité des Morts pour explorer avec les informations qui vous sont données sur la tablette que vous avez entre-temps lues à la grande bibliothèque, trouver une excavation à faire au sein de Chip City, ce qui est assez original et plutôt cool, ce qui fait que vous, en fait, vous tombez dans le trou, simplement, où tout le monde meurt, et vous fouillez pour trouver, bon, ça va, un petit scénario, ça c'est facile, il y a 12 cases maximum, ça se fait bien, c'est pas une grosse excavation. Pour enfin trouver donc les glyphes. Donc les glyphes c'est des sortes de transistors, enfin ouais, c'est des symboles plus ou moins occultes, magiques, mais en fait technologiques, qui ont été laissés par les bâtisseurs, qui permettent de protéger ou de faire des effets escomptés sur la zone. Vous finissez par trouver le sanctuaire qui était abandonné, en fait, dans lequel on n'a jamais vraiment pénétré, des bâtisseurs. Oh, surprise, trouver quoi? Vous trouvez, vous l'avez deviné, un des éclaireurs des sécessionnistes du Nadir, qui est bon, mort, ça va de soi, depuis plus de 300 ans, qui possède donc une combinaison avec son nom, avec le nom Nadir, et il a une orbe dans sa poche. Et cette orbe, quand vous la touchez, bzzzt, elle s'active, il y a une espèce d'immense éclair, il y a un champ EMP qui résonne à travers tout Ship City, et immédiatement, ça commence la sphère vous donne en fait une sorte de bip qui vous permet potentiellement de trouver d'autres sphères. Donc c'est là où je vous dis que c'est Mass Effect, puisque concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous avez les 5 factions, donc navigateurs, attendez, ouais, donc les navigateurs, les herboristes, les coriolites et les mécanos. Et en gros, l'idée, c'est qu'avec la sphère que vous avez trouvée, le conseil va se réunir, donc parce que Moshka va sauver vos fesses quand même, en disant bon, bah écoutez les cocos, c'est simple, on sait que, enfin, vous nous dites que le Nadir existe, on n'est pas sûr que ce soit vrai, mais c'est quand même une information qui est hyper importante, qui restera entre nous. Donc pour s'assurer, le conseil dit, pour s'assurer que tout se passe bien, on va vous donner, c'est plutôt cool, on vous donne donc la Candor, qui est un vaisseau qui est un croiseur qui peut passer dans les slipstreams. Vous allez enquêter partout où il y a des résonances de la sphère pour savoir si le Nadir existe et s'il y a d'autres en fait explorateurs qui ont survécu pour savoir un peu ce qui s'est passé. Ils vous mettent, donc c'est là où ça devient un peu casse-gueule, c'est que chaque faction chaque faction a son propre objectif. Les factions ont en général 2 sous-factions. En gros, pour aller vite, il y a les conservateurs et les réformistes. Pour très très vite, par exemple, et chacun un peu son envie, mais concrètement, ils ne sont pas si différents au niveau de leurs objectifs. Mais pour faire simple, les navigateurs veulent garder le contrôle de toute la cité, de toute la civilisation. Les jardiniers veulent impérativement trouver des nouveaux moyens de faire pousser des plantes, de nourrir les gens et évidemment d'accumuler du pouvoir politique s'ils le peuvent. Les machinistes sont intéressés par la récupération des artefacts et la sphère, ça les intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les coriolites, c'est plus particulier en fait. Certains veulent explorer le Great Dark, donc en fait l'espèce d'abysse noirâtre, mais tous sont intéressés évidemment pour savoir ce qui est arrivé au Nadir. Et bon, le crapaud noir, il s'en fout, ce qui l'intéresse, c'est de faire le maximum de thunes, comme on peut s'y attendre. S'ensuit plusieurs expéditions, et c'est là où la campagne est très modulaire, c'est-à-dire que vous avez une sphère. Pour activer le slipstream, donc le courant qui vous amènerait dans la galaxie, donc à Algorab, où est présent le Nadir et le portail vers les Halls Pâles, il vous faut 2 autres sphères. On vous propose 4 destinations. Si vous voulez faire une campagne longue, vous forcez, les sphères vont être trouvées
que à la fin. Et donc, il faut se bouffer les 4 expéditions afin d'avoir les sphères et de trouver Algorab. Si vous voulez faire une campagne courte, vous dites que les sphères sont dans les 2 premiers systèmes qui sont choisis. C'est aussi simple que ça. Chaque expédition a ses propres dangers et ses propres difficultés. En plus des destinations à atteindre, il y a le voyage et la gestion de l'équipage. Concrètement, c'est très simple. Il y a un équipage dont vous faites partie en tant que superviseur gentil conseiller. Vous prenez part à la vie des événements qui peuvent se passer sur l'Arkander, puis plus tard sur le gros vaisseau dont j'ai oublié le nom, c'est super. Le Rigai, je crois, le Rigad. Il y a des événements qui peuvent se passer, il peut y avoir des pirates, il peut y avoir il y a un système de morale, avec des événements un peu fous qui peuvent se passer. Donc par exemple, il y a un enfant qui naît sur le vaisseau, comment est-ce que vous faites? Vous entendez, il y a un message de survie, enfin il y a un SOS qui est envoyé, vous êtes le seul à pouvoir répondre, mais si vous faites ça, ça veut dire que vous allez avoir 20 personnes supplémentaires à bord, à nourrir, ça va être très compliqué. Il y a plein d'événements qui sont assez chouettes, qui sont différents selon que vous soyez sur l'Algorab ou sur le grand vaisseau. Et ensuite, donc, on a une description de chacune des endroits que vous allez explorer, avec donc les règles de voyage, hein, avec le capitaine. Alors oui, il y a un truc assez rigolo, par exemple, le capitaine malade, ça j'aime beaucoup, en gros le capitaine est tombé malade. Ils l'ont mis dans un caisson cryogénique, sauf qu'en fait le capitaine était infesté par du blight, ce qui fait qu'en fait le capitaine est congelé physiquement, mais mentalement son esprit est en train de passer dans les fichiers, dans tout le système du vaisseau. Alors qu'il est super cool, hein, en fait il aide le vaisseau à fonctionner comme une IA, mais c'est un problème quoi, à long terme. Et quand l'équipage apprend ça, il y en a une partie qui dit oh c'est super et tout, c'est cool, et puis l'autre qui dit non c'est horrible, enfin c'est hérétique, enfin c'est horrible comme chose. Et l'Algorab, donc la dernière expédition Algorab qui sera mise un peu plus tard. Donc on vous donne des petits éléments à chaque fois sur l'expédition du Algorab. Parce qu'en gros, il y a 2 expéditions, hein. Il y a l'expédition standard pour trouver les sphères et l'expédition pour aller jusqu'à Algorab. On vous donne en fait d'autres. Vous n'êtes pas tout seul, en fait, ils sont pas bêtes le conseil. Ils envoient aussi d'autres fouisseurs avec vous, donc des gens qui sont capables d'aller explorer. Libre à vous de les utiliser comme vous voulez, donc ils ont des profils différents. Il y a des voleurs, il y a des anciens mineurs de blocs de glace. Vous pouvez l'utiliser comme allié. La campagne est très modulaire et ne vous force pas. Il y a pas de. Il y a des événements, mais les événements sont jamais liés au PNJ que vous avez avec vous. Donc c'est vraiment, il y a quand même un travail à faire pour rendre la campagne plus vivante, on va dire. Et ensuite, on a juste le descriptif des différentes expéditions que vous pouvez faire pour récupérer les sphères. Donc Gahound, par exemple, c'est une galaxie qui est semée de tempêtes électriques, et vous l'avez deviné, vous devez vous devez aller dans une espèce de crevasse immense. Donc ça, c'est la crevasse, vous voyez, c'est beaucoup plus costaud qu'avant. Et cette crevasse, concrètement, elle est immense, et vous devez trouver un moyen d'aller jusqu'en bas pour trouver le vaisseau qui s'est craché de l'ancien, enfin de l'explorateur du Nadir, avec toutes sortes d'embrouilles. Et en plus, pour rajouter une couche, il y a une tempête électrique qui arrive, et si jamais la tempête arrive quand vous êtes là, vous êtes sûr que votre navette, elle va finir dans le trou. Donc vous avez potentiellement une échéance de tension. C'est assez, c'est assez, c'est assez dangereux quand même. Il y a aussi donc il y a des étapes de mi-parcours. Il y a notamment une station de terraforming pour terraformer la planète qui a été laissée par les bâtisseurs. Vous pouvez trouver souvent beaucoup de problèmes, mais aussi des atouts. Il y a des poches, donc ça c'est assez rigolo. Par exemple, il y a une fille qui arrive avant vous. Elle a trouvé un artefact, donc l'artefact la rend quasiment invincible, dorée avec une aura. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'artefact est en train de la tuer quoi, à petit feu. Donc vous pouvez plus ou moins choisir de la laisser sur place, d'essayer de la tuer pour piquer son artefact ou l'amener avec vous. Il y a plein de. Parce que vous n'êtes pas. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas un univers où vous êtes tout seul. C'est-à-dire qu'il y a d'autres factions qui se baladent. C'est pas à chaque fois. C'est pas des grandes espèces de cailloux désolés. À part Algorab, qui évidemment est scellé parce que c'est là où il y a le vaisseau Nadir, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et pas juste des gens qui viennent avec vous de l'expédition. Enfin, donc, vous trouvez le vaisseau, vous trouvez une autre sphère potentiellement. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, donc. Ninhulam, donc c'est différent. Ninhulam, c'est un endroit où il y a énormément de fleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc à chaque fois, on vous donne aussi les ports, hein, les choses qui existent autour
de la, en fait, autour de la planète que vous devez détecter avec la sphère. Donc ici, c'est une jungle. Donc la jungle est extrêmement hostile parce qu'il y a il y a des créatures qui ont été modifiées génétiquement par les bâtisseurs qui s'appellent les cars, qui sont en gros, c'est Jurassic Park, hein, on va pas se mentir. Donc c'est Jurassic Park, il y a des raptors partout qui veulent vous bouffer. Il y a des botanistes aussi des botanistes de combat qui sont là pour explorer et récupérer des choses. Donc voilà, votre but c'est ça, c'est grosso modo c'est une espèce de d'immense jungle, et votre but c'est de retrouver une des ruines présentes, qui est en deux parties en plus, alors c'est assez vénère, des bâtisseurs pour trouver la source du signal. Donc toute la partie supérieure, il y a déjà un peu de blight et géré avec, il y a des cars essentiellement. Vous apercevez aussi que les cars finalement ne sont pas aussi bêtes, il y a des cars qui sont plus intelligents, il y a des cars qui ont perdu en fait leur côté animalistique pour devenir intelligents, et qui peuvent vous filer un coup de main, qui sont des alliés, qui pourraient potentiellement devenir des alliés de l'humanité dans le futur. Vous apercevez aussi, donc ça c'est l'écart, vous apercevez qu'en fait il y a un système, il y a un géant qui a été envoyé par les dieux rêveurs pour casser, en fait pour détruire la planète. Il a pété un système tripartite, donc c'est ce qu'on avait vu sur l'introduction qui stabilisait les installations des bâtisseurs, qui provoquent en plus des soucis. Donc si vous avez le temps et vous arrivez à la retaper, c'est bien mieux parce que ça permet d'avoir un endroit beaucoup moins hostile. Il y a une botaniste qui a été laissée un peu là par ses pairs et qui est devenue comme Jane Goodall, en fait, elle vit avec les cars, les gentils cars, donc les cars artificiels, et en fait, elle est assez chill, elle peut vous filer des conseils si vous voulez. Ensuite, vous descendez dans les profondeurs. Alors là, vous voyez, la carte est quand même assez vénère. Il y a des oasis, il y a des endroits pour vous poser, mais c'est quand même... Moi, ça me semble extrêmement violent par rapport au peu que j'en ai fait juste le petit scénario de base. Il y a des Diamond Dogs, donc la sorcière rouge, donc la survivante vous dit attention, méfiez-vous des Diamond Dogs, donc comme dans la chanson de Bowie, qui sont littéralement des chiens avec une peau en diamant. Donc vous n'allez pas rigoler pour les tuer. Il y a toutes sortes de choses, hein, c'est exactement comme c'est un donjon du futur, hein, pour aller très très vite. À la fin, vous trouvez un autre explorateur qui est mort et son esprit à moitié fusionné avec les grandes machines, donc il peut vous parler éventuellement et vous filer des coups de main. Vous retrouvez une sphère, encore une fois. Donc vous pouvez vous arrêter là si vous voulez, mais il y a deux autres possibilités. Alors Auriga, ça c'est assez marrant, donc c'est une tempête éternelle, donc il y a tout le temps de la flotte, c'est assez sombre et on ne voit pas grand-chose. L'explorateur de ce coin-là, en fait, l'éclaireur du Nadir a fusionné avec son oiseau. Ce qui fait qu'il est transformé en une espèce de créature moitié oiseau, moitié homme. Et en plus, ce petit farceur a utilisé une machine présente dans les limbes des bâtisseurs, qui est une machine à voyager dans le temps. Mais elle n'est pas terrible, elle marche pas très bien. Donc en fait, vous voyagez dans le temps de quelques minutes, et ça peut arriver à vos joueurs, où le passé apparaît sous forme d'ombre, et lui, il n'a pas eu de bol. En passant dans la machine, ça a créé une sorte, c'est comme dans Prince of Persia, l'original, ça a créé une sorte de duplicata néfaste, avec tous ces éléments néfastes qui lui a piqué la sphère. Donc potentiellement, l'homme-oiseau peut filer un coup de main, mais bon, il est au bord de la folie. Et à côté, il y a un homme-oiseau méchant qui se balade, qui est prêt à vous trucider la tronche, mais qui possède la sphère dont vous avez besoin. Ça me rappelle beaucoup un jeu vidéo qui s'appelle Fear and Hunger, où c'est pareil, vous pouvez vous balader dans le donjon, et il y a une espèce de méchant homme corbeau qui arrive, et quand il vous tombe dessus, il vous éclate la tête. Généralement, ça implique une recharge de sauvegarde. Donc encore une fois, plein de choses, hein. Je vais passer parce que sinon on y sera encore demain, et j'ai des choses à faire. Donc vous avez votre sphère potentiellement, il vous en reste une, vous avez rencontré l'homme corbeau, c'est Abadatum qui est un endroit qui est utilisé essentiellement par des cultistes, donc un autre culte qui est le culte de l'étoile blanche, où vous devez vous balader, vous retrouver en fait dans un endroit où il n'y a quasiment personne, hein, simplement, à part des cultistes qui vous suivent. C'est dans la montagne, il fait froid, c'est un peu différent parce que c'est l'exploration externe, avant de rentrer à l'intérieur de la tombe de mémoire, donc laissée par les bâtisseurs, encore une fois. Donc vous tombez sur un chien Nimis, donc les tueurs des Carum du Nadir qui a été transformé en monstre, qui vous suit en fait pour essayer de vous buter, c'est assez glaçant. Il y a les cultistes, donc comme je disais, qui sont là. C'est peut-être l'un des plus courts parce qu'il n'y a quasiment pas d'exploration, il n'y a pas de fouissement en fait, il n'y a pas de carte de donjon comme vous l'avez vu. Et finalement, vous trouvez la dernière sphère.
On arrive à la fin parce que bah, c'est gentil tout ça, mais il faut que vous reveniez à Ship City pour faire un débrief. Mais c'est exactement comme Mass Effect, hein. C'est exactement comme Mass Effect. Vous revenez, vous allez voir le conseil qui dit bon bah écoutez, vous êtes des casse-cous, mais vous faites du bon boulot, donc on va vous filer cette fois un plus gros vaisseau. Alors ça c'est le Nadir, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, non, je crois que c'est votre vaisseau à vous. Donc on vous filer un gros vaisseau, et cette fois on va tous partir avec vous pour être sûr que vous arriviez à bon port, et donc vous lancez une grande expédition. Et quand on parle d'expédition, c'est vraiment... il n'y en a pas eu depuis 20 ans, quoi. Donc c'est parti, direction Algorab, cette fois, où avec vos sphères, vous activez un nouveau slipstream, sauf que ça se passe mal. Vous arrivez, tous les systèmes sont farcis, en fait, sont défoncés du vaisseau, ce qui fait que vous ne pouvez plus repartir tant que vous ne trouvez pas un... Je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est un gadget, genre c'est le concentreur algébrique, enfin il y a une partie du vaisseau qui ne marche plus. En gros, il faut que vous changiez votre moteur, qui est une pièce de 30 kg que vous n'avez pas. C'est à ce moment-là que le Nadir vous appelle, donc parce que vous avez les Rigel et la Kander, en fait, vous avez les deux vaisseaux ensemble, hein, la Kander est dans le Rigel. Et donc c'est super, il dit le vaisseau Nadir envoie des gens chez vous, sauf qu'en fait c'est des espèces de mecs complètement fous qui vont en profiter pour poser des bombes sur le vaisseau, et qui sont en plus qui ont des technologies absolument démentes, parce qu'ils ont des vieilles technologies qui sont beaucoup plus balèzes que les vôtres. Donc la question qui se pose, c'est maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez l'idée principale, c'est que dans tous les cas, vous devez vous barrer. Pour vous barrer, il faut que vous retrouviez un moteur, et vous l'avez deviné, le moteur que vous voulez, il est sur le Nadir. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir franchir les dangers de cette civilisation, aller sur le Nadir, et piquer un moteur pour vous barrer. Mais il y a aussi une autre chose qui vous est extrêmement importante. Avec les sphères que vous avez trouvées, vous savez que l'origine des sphères triangule et vous indique la position planquée sur un astéroïde. Et sur cet astéroïde-là, il y a, vous l'avez deviné, un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, il y a un portail qui marche, qui vous amène vers le Hulpal. Donc vous allez dans une espèce de palais au milieu des astéroïdes. C'est pas très très grand. Et dedans, vous trouvez effectivement, vous arrivez à activer avec les sphères un portail vers le Hulpal, où bon, vous essayez d'éviter les nadirs, parce qu'il y a quand même quelques unités du nadir qui sont présents. Vous traversez le portail, donc ils sont assez vénères, hein. Les stats, elles sont vraiment vénères sur les gens qui vivent dans le nadir. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les avez tués, vous pouvez piquer leur matos, c'est plutôt pas mal. Et donc vous pouvez commencer à rentrer dans le hall pâle, qui est, je rappelle, hein, c'est des couloirs blancs, on ne voit rien. Il y a juste quelques ruines au début, et avant d'aller trop loin, donc vous pouvez y aller, mais en tant que MJ, il faut que vous disiez à vos joueurs, bah, si tu continues, tu reviens pas, quoi, concrètement. Parce qu'ils ont mis les sécessionnistes ont mis des siècles, enfin ont mis des années avant d'être dans l'autre bout. Et le sécessionniste dit, enfin en gros ce qui se passe c'est qu'il y a un robot qui est laissé par les sécessionnistes qui vient vous voir, il dit coucou, je vous attendais, j'ai plein de choses à vous dire, et il vous dit bah, vous êtes dans les halls pâles, ça vous permettrait potentiellement d'aller de l'autre côté, mais c'est compliqué, pour l'instant c'est coupé. En fait il ne parle pas de la civilisation qui existe de l'autre côté, il dit juste c'est très important que vous me rameniez sur le vaisseau géré par les quais du Rhume. Vous pourrez trouver, vous inquiétez pas, les pièces qu'il faut pour réparer sur le Nadir, mais laissez-moi vous accompagner. Bon, c'est un peu l'embrouille, hein. Si vous êtes rôliste, vous savez qu'il y a un truc qui anguille sous roche, effectivement, puisque le messager, donc, il est très balèze, hein, il est super cool, en tant qu'allié, il a des super stats, il vous file plein de coups de main. En fait, le robot a une bombe sur lui, et son but c'est de faire exploser le Nadir. Donc, bah, c'est parti, direction le Nadir, et là le truc est très très cool, donc il y a plein de techniques pour approcher dessus, vous pouvez faire un truc à la Battlestar Galactica où vous foncez dessus, vous pouvez être furtif. Le Nadir est lui-même une excavation, puisqu'il est complètement corrompu donc par du blight, il y a des parties qui sont inutilisables, et la majorité des Nadiriens vivent au sommet du vaisseau, et vous voulez là en bas, simplement. Donc c'est la grosse excavation finale de l'enfer. Vous descendez, vous devez vous battre contre des gens du Nadir, avec votre pote le robot. Et à la fin, donc il y a deux choses, c'est que vous pouvez trouver le vaisseau, le robot, enfin le moteur dans la salle des moteurs, mais vous êtes attiré évidemment. Donc il y a des choses, je vous passe, il y a des trucs de fou, hein, il y a des questions cryogéniques, il y a des fantômes corrompus, des gens du Nadir. Il y a plein de choses. Après, il y a des gens
il y a certains PNJ que vous rencontrez qui sont assez cool, hein, ils veulent pas tous vous tuer, hein. Si vous les embêtez pas et vous laissent tranquilles, ils ont un peu leur vie. Et à la fin, évidemment, c'est vous arrivez, il y a une pièce où se situe l'enfant Dieu, donc qui est en fait l'émissaire divin qui fait le contact entre le rêveur et les gens du Nadir. Le robot va être assez cool, il va dire bon bah écoutez les gars, je vous ai menti, il faut que vous vous cassiez parce que je vais tout faire péter. Mais en gros, vous avez une grosse fight potentiellement avec cette espèce de prêtre. Et à la fin, vous pouvez communiquer avec le rêveur dont l'œil s'ouvre et qui dit bah, est-ce que vous voulez rêver ou pas? Enfin, est-ce que vous voulez rêver ou ne pas rêver? Si vous dites oui, je veux bien rêver, bah, il vous lave le cerveau et vous gagnez des pouvoirs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, vous perdez beaucoup de santé mentale, enfin d'espoir, enfin ça, c'est assez compliqué. L'idée, c'est qu'évidemment, le nadir, vous allez vous barrer, j'espère pour vous. Le nadir explose. Et au moment en fait où au moment où le nadir explose, toutes les sphères de singularité, parce que oui, le messager aussi a été cool. En fait, le messager avant d'exploser vous a donné une sphère de singularité. Et il y a un message en fait. Et le message, c'est évidemment que bah, les sécessionnistes qui vivent au-delà de l'abysse vous disent nous existons, on vous attend, venez nous rejoindre, il y a de la vie au-delà de l'abysse, il y a de la vie dans l'horizon perdu, tout est bien ici, venez, ça prendra le temps qu'il faut, ça sera sûrement très long, mais c'est nous les fleurs d'Algorab, c'est nous les descendants des sécessionnistes, vous êtes au début, rejoignez-nous, et le message se coupe. Et en gros, c'est la fin, c'est-à-dire que vous rentrez à Ship City, et là, ça change tout, quoi, parce que vous savez qu'il y a quelque chose, il faut retrouver les Hall Pal, peut-être retrouver, sachant que l'expédition à nouveau Algorab, parce que oui, je ne vous ai pas dit, le slipstream, donc il y a un timer en plus de la dernière expédition, parce que dès que vous arrivez dans le secteur d'Algorab, en fait, le slipstream qui vous a amené est sur le point de disparaître, donc vous avez un temps limité pour revenir. Ce qui veut dire que potentiellement l'accès au Hall Pal est perdu, mais il y en a peut-être d'autres. Et du coup, et c'est tout pour la campagne. Donc comme vous le voyez, qu'est-ce que je peux vous en dire là de but en blanc? C'est très compliqué. Pour moi, c'est vraiment très compliqué parce que il y a des images qui sont évidentes dans ma tête. Il y a des images où, à la fin, le vaisseau explose, vous vous retrouvez projeté dans l'espace, la sphère s'active et vous voyez ce message d'espoir alors que vous êtes seul au milieu du néant avec le nadir qui explose au loin et il y a une petite navette qui vient vous chercher pour vous ramener. Il y a des images, elles s'écrivent d'elles-mêmes, c'est évident, c'est simple, l'introduction c'est pareil, avec, le, le rite funéraire, enfin, il y a plein de choses où ça marche du feu de Dieu. Mais vraiment, il y a des choses, ça marche du feu de Dieu. L'intro, la découverte de Ship City, les différentes excavations, le fait que vous pouvez plus ou moins en mettre plusieurs ou pas beaucoup, les différents secteurs, les différentes difficultés selon les expéditions que vous suivez, ça marche du feu de Dieu. Mais je trouve qu'il y a un côté Mass Effect 1. C'est-à-dire que vous avez votre exploration sélective, vous avez votre grosse baston à la fin, mais vous avez juste un teasing. Et ça, je trouve ça pas cool. En fait, je trouve ça vraiment pas cool de dire, bon, en fait, vous trouvez le nadir, mais c'est temporaire, il va exploser, et vous devez repartir. Et ah oui, peut-être qu'il y a des gens qui vivent, qui existent très très loin, mais de toute façon, vous les verrez pas. Et en fait, on a quand même la désagréable impression que quand on finit la campagne, on n'est pas tellement plus avancé qu'au début. Où finalement, c'est bon, faut juste trouver des halls blancs et les traverser. Mais ça veut dire que tout le reste reste à écrire, que oui, il y a peut-être une civilisation qui existe très très loin, mais bon, j'ai presque envie de dire, la présence des cars, donc des dinosaures intelligentes, est plus importante quasiment que les sécessionnistes, les fleurs d'Algorab qui sont au bout de l'univers et qu'on verra selon les dires du joueur. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils veulent faire un supplémentaire? Ça sent évidemment qu'il y a une autre campagne qui va tomber derrière, mais je trouve que c'est assez... Pour une campagne qui est si intelligemment construite, qui est si modulable, qui permet enfin de donner du contenu, parce que quand on finit le livre de base, on se dit mais mince quoi, il faudrait quand même plus de donjons, plus de missions, plus de campagnes, j'ai pas envie de me farciner tout ça. Là vous avez tout. Vous avez des systèmes que vous pouvez exploiter, vous avez des missions, vous avez différentes excavations, vous avez des missions qui n'ont pas d'excavation, vous avez du politique, tout ce qu'il faut est là. Et enfin on a l'impression que le livre de base est concrétisé. Et encore, moi j'ai pas joué au troisième horizon, donc je sais pas parce qu'il y a d'autres éléments de scénario, mais moi ça m'a laissé un peu un goût amer parce que j'ai quand même le sentiment que c'est un gigantesque prélude
Et c'est super désagréable justement de se dire, ouais, ils ont quand même monté une immense expédition, c'est super compliqué, et vous arrivez, tout est timé, ils sont tous méchants, et les gentils sont plus là depuis longtemps, donc bah, bougez-vous les fesses, posez une bombe et cassez-vous. Et en plus, la dite bombe, c'est quand même... Enfin, la fin est un peu grossière, parce que c'est quand même, oh bah bizarre, vous arrivez, tout est cassé, le seul moyen de vous barrer, c'est d'aller sur le vaisseau méchant, de le récupérer, et de toute façon, il va falloir que vous rencontriez d'une manière ou d'une autre le dieu, que le robot, il vous accompagne avec sa bombe. C'est... c'est dommage, quoi. C'est con parce que le reste de la campagne est vraiment bien. Et puis vous avez vu, il y a du. Enfin, on se moque pas de vous, il y a quand même du contenu, il y a toute une boîte. C'est vraiment du très bon boulot, quoi. C'est du super boulot, mais c'est dommage de. J'arrive pas à avoir un avis 100% positif. Je la ferai jouer, hein, parce que c'est super cool et c'est quand même. Bah, c'est du space op, un peu grande balade. Il y a ce côté arabisant qui est super chouette. J'imagine très bien balancer toutes les BO de Homeworld qui matchent parfaitement le ton et l'ambiance. Mais la fin me laisse un peu de marbre, personnellement. Et c'est dommage. C'est dommage que tout le reste est très très bien mené, je trouve, justement. En plus, le côté enquête au début à Chip City est chouette. Les différentes, le fait que vous puissiez panacher et faire ce que vous voulez durant l'expédition, avec des conflits peut-être à l'intérieur, comme dans Battlestar, ou même quand vous arrivez sur les galaxies où il y a des conflits différents, faire ou ne pas faire certains passages, ralentir ou accélérer la campagne, ça c'est génial. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur Coriolis, les fleurs d'Algorand. Donc c'est quand même du très bon matos, hein, je ne vais pas mentir encore une fois. C'est vraiment très chouette. Si vous achetez Coriolis de Great Dark, achetez la campagne. Soyez pas bête. Vraiment, ça n'a aucun sens de juste acheter le bouquin de base. Vraiment, achetez les deux parce que ça vous fera quand même. Je pense que vous passerez de très très belles heures. Moi, les gens avec qui j'ai fait le petit scénario ont beaucoup aimé. Et je pense qu'avec une campagne, justement, ça donne de la consistance à vos joueurs, ça donne de la consistance, enfin à vos persos, ça donne de la consistance à travers les vaisseaux, donc qui sont l'Arkander et le Rigel qui sont utilisés. Ça crée quelque chose, quoi. C'est vraiment une campagne à la Mass Effect. Donc si les gens ont aimé Mass Effect, ils aimeront ça. Enfin, moi, ça me paraît évident. Parce que on rencontre d'autres civilisations perdues, parce qu'il y a plein de factions. Alors c'est très centré sur les humains, mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais jeu, bien au contraire. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Donc encore une fois, prenez mes opinions avec du grain de sel, parce que c'est une copie qui m'est donnée très généreusement par l'entreprise, par Free League. Mais en tout cas, c'est quand même du très très bon boulot. Et sur ce, je vais m'arrêter là, et je vous souhaite une excellente journée. Allez, salut!